Bonjour et bienvenue à mon podcast Revenir à soi. Mon nom est Chantal Binet. J'accompagne dans mon quotidien les entrepreneurs, les dirigeants, les gestionnaires, les professionnels qui désirent mieux être et mieux faire dans leurs fonctions et leurs responsabilités au quotidien à travers mes chapeaux de coach, formatrice, conférencière en gestion, communication et leadership. Je fais ça avec bonheur depuis plus d'une vingtaine d'années et j'ai vraiment un grand plaisir à partager, tout ce que j'ai pu développer, apprendre, comprendre au fil de ces belles années-là de ma carrière et d'où la raison d'être de ce podcast-ci. Donc très heureuse de vous accueillir ici. Aujourd'hui, l'épisode, que j'avais le goût de partager dans le fond, c'est la distinction entre l'empathie et la sympathie. C'est la ligne, peut être mince entre ces 2 façons d'être-là et c'est vraiment une conversation que j'ai souvent avec ma clientèle parce qu'habituellement, ils ont la responsabilité de gérer d'autres humains et peu importe que vous soyez, gestionnaire ou non, ça peut être autant dans votre rôle de parent, dans votre rôle de conjoint, d'ami, ou est-ce que, parfois, sans s'en rendre compte, on peut davantage tomber dans le rôle de la sympathie et il y a plus de désavantages, d'impact négatif d'être trop dans la sympathie et de quitter l'espace de l'empathie. Alors, et comme à tous les épisodes, à la fin, je vous partage, à travers quelques questions de coaching, des réflexions, de la perspective, heu, peut-être aussi de la mise en action. Donc, comme à tous les épisodes, je vais terminer avec mon chapeau de coach. Donc, l'empathie. L'empathie, c'est une des grandes composantes de l'intelligence émotionnelle. C'est vraiment important de développer cette habileté, cette compétence-là, ce muscle-là, surtout quand on a la responsabilité de d'autres humains et aussi envers soi-même, bien sûr. Donc, l'empathie, c'est la capacité que j'ai de comprendre ce que l'autre vit quand il vit une situation qui est plus désagréable, qui est plus difficile, qui fait vivre différentes émotions à la personne, qui peut parfois sembler perdre pied ou manque de clarté ou manque de recul, bref, qui est plus envahi par son émotion et que c'est plus difficile pour la personne de résoudre la situation qu'elle vit. Donc, quand je suis empathique, je suis capable de me mettre à la place de l'autre. Je suis capable de me mettre dans ses souliers, que j'ai déjà vécu ça ou non. Bien sûr, si je l'ai déjà vécu, c'est encore plus facile de ressentir ce que l'autre, vit. Donc, quand je suis dans ma posture d'empathie, c'est que je suis ouvert à écouter l'autre sans jugement. Je suis réceptif, je suis dans l'accueil, je suis dans l'écoute, hem et je ne juge pas l'autre et je reste, je vais le dire comme ça, extérieure à la situation de l'autre. Donc l'autre est sur la patinoire, elle me partage ce qu'elle vit et moi je reste à l'extérieur de la patinoire pour voir l'ensemble de ce qui se passe pour la personne et je ne m'impose pas comme la solution à ce que la personne vit. Je peux contribuer à des pistes de solutions à travers des questions, parfois peut-être à travers des suggestions, mais je ne me substitue pas à la place de l'autre. J'utilise souvent l'image de je ne prends pas le pack-sac de l'autre. Donc, mon intention est de supporter l'autre, de la soutenir, mais je ne vois pas la personne comme démunie ou comme étant une victime. Et dans cette posture-là d'empathie, c'est que mon point d'ancrage, pour justement pas prendre le pack-sac de l'autre, c'est que j'ai comme croyance que j'ai confiance que la personne a les ressources à l'intérieur d'elle ou à tout le moins a la capacité, l'habileté, l'intelligence d'aller chercher des ressources, des moyens, des outils pour régler sa situation. Alors je ne la prends pas en pitié. Hem, fait que
c'est vraiment assez clair dans le spectrum, dans la ligne d'empathie. C'est sûr que je peux, à différentes variations, euh, hum, comme, comment je pourrais dire ça? En anglais, on dit I can relate to, tu sais, je peux m'identifier un peu à ce que la personne vit, mais je ne tombe pas dans le rôle de prendre le pack-sac de l'autre et d'empêcher l'autre de vivre sa situation. Et c'est ce qui m'amène à faire le lien après avec la sympathie. Donc, la sympathie, c'est sûr qu'à la base, j'ai déjà de l'empathie. Et la sympathie, c'est que je vais plus loin dans le spectrum. C'est-à-dire que je m'identifie vraiment davantage à ce que la personne va vivre. Je vais ressentir parfois même à l'extrême ce que l'autre personne vit, habituellement parce que je l'ai déjà vécu. Et là, je connecte plus avec l'aspect de la souffrance de l'autre. Alors, entre guillemets, la souffrance ou la détresse, ou peu importe le niveau, ce que la personne vit comme émotion face à la situation, ça va, ça va me déclencher. Donc, ça va déclencher en moi cette partie de souffrance-là. Et là, tout ce que mon ego a le goût de faire, parce que des fois, l'ego, c'est pas toujours dans l'orgueil, mais c'est dans hum, mon identité d'aller sauver l'autre va me permettre de me sentir encore mieux, une meilleure personne ou une bonne personne. Et quand on est gestionnaire, je prends cet exemple-là parce que c'est beaucoup ça que je travaille dans le quotidien avec mon monde, quand j'ai la responsabilité de gérer des humains, c'est que j'ai comme l'impression que ça fait partie de mon rôle d'aller sauver les autres. Alors, dans cette posture-là, c'est que je vais m'affaiblir moi et je vais aussi affaiblir l'autre parce qu'on part l'ego va partir de la croyance que la personne n'est pas suffisante en soi. Elle a besoin absolument de moi pour que je vienne l'aider parce que je pars du principe inconsciemment, bien souvent, que la personne n'est pas assez solide, n'est pas assez forte, n'est pas assez outillée pour s'en sortir par elle-même et je dois à tout prix enlever la souffrance que moi j'observe chez l'autre personne. Et ce qui me déclenche, c'est quand je vois l'autre souffrir, mais je veux à tout prix enlever cette souffrance-là. Et les parents, vous allez faire un lien dans votre rôle de parent ou comme amoureux, amoureuse aussi, ou même dans l'amitié, c'est pour ça que j'en parlais tantôt de tous ces chapeaux-là, c'est que c'est comme il y a une partie de nous qui ne peut pas tolérer que l'autre souffre et il faut à tout prix enlever cette souffrance-là. Donc, je vais aller sauver l'autre personne. Et ça peut paraître très noble à la base d'avoir cette intention-là, sauf que, comme je le disais, ça vient sans qu'on s'en rende compte, ça vient affaiblir l'autre. Le message que je me donne et que je donne à l'autre, consciemment ou pas, c'est que tu n'es pas assez solide, tu n'es pas assez outillé. Donc, donne-moi ça. Moi, je vais prendre ça en charge. Je vais prendre ton pack-sac. Je vais prendre les roches qu'il y a dans ton pack-sac et je m'en occupe. Tu n'as pas à souffrir. Tadam! Je m'en viens de sauver. Je m'en viens t'enlever de la lourdeur. Euh, Puis, euh, si on fait ça à répétition, de un, c'est qu'on est en train de prendre le pack-sac régulièrement et même de plusieurs personnes. Et je n'aide pas l'autre personne à trouver elle-même ses solutions. Et surtout, je ne lui envoie pas le message qu'elle est capable. Et je peux l'accompagner, comme dans mon rôle d'empathie, je vais accompagner l'autre, je vais soutenir l'autre sans tomber avec elle dans le trou. C'est souvent une image que j'amène à mes clients quand je parle de l'empathie versus la sympathie. C'est comme vous et moi, on marche dans la forêt et on jase, puis finalement, il y a un trou qu'on n'avait pas vu et la personne qui m'accompagne, qui nous accompagne, tombe dans le trou et nous, on ne tombe pas dans le trou, on n'est juste pas à la même place. Et finalement, la personne empathique va bien sûr avoir une réaction que oh mon Dieu, pauvre toi, comme écoute, laisse-moi aller chercher de l'aide, je reviens immédiatement. Donc, je laisse la personne dans le trou parce que je considère qu'en ce moment,
il n'y a pas rien d'autre à faire. Et ça se peut que je lui dise quelques conseils comme inquiète-toi pas, sois rassuré, je vais faire le plus vite possible, je vais aller chercher de l'aide. Donc, je me positionne extérieure à la patinoire et je fais confiance que la personne va être correcte le temps que je m'en vais chercher de l'aide. Et c'est sûr que je regarde est-ce que la cheville, peu importe, elle s'est blessée ou pas. Mais je fais comme un sommaire un peu de où est-ce que la personne se situe pour après ça venir contribuer. Tandis que quand j'ai de la sympathie, c'est que là, je vais descendre dans le trou avec la personne parce que je trouve ça bien épouvantable ce qui arrive et je sens qu'elle a absolument besoin de moi, que je l'entoure, que je la prenne dans mes bras puis que je la console. Donc, c'est un petit peu comme je vais, sans m'en rendre compte, un peu plus amplifier ou même identifier la situation comme la personne, elle est victime de quelque chose, donc je vais la victimiser encore plus quand je sens qu'elle est démunie et qu'il faut que j'aille prendre soin de la personne. Donc, quand je fais ça dans mon quotidien, à répétition, c'est certain que ça va m'étouffer, ça va m'alourdir. Je vais prendre plein de pack-sacs, je vais rajouter plein de roches dans mon propre pack-sac, parce qu'on a nos propres pack-sacs à porter dans le quotidien. Et ça va faire en sorte que je ne fais plus la distinction entre le chapeau de sympathie et le rôle empathique que je dois développer quand je dois accompagner des gens, quand j'ai la responsabilité de d'autres humains dans ma vie, puis même face à moi-même, parce que de, de développer, de soutenir la croyance que l'autre est démuni, que je vois toujours la difficulté de l'autre ou même j'amplifie la difficulté de l'autre à trouver ses propres solutions, ça fait en sorte que ça va venir, entre guillemets, un petit peu empoisonner mon quotidien. Et c'est que là, j'ai tendance souvent à dramatiser aussi les choses. Donc, je prends une émotion, je la grossis. C'est l'ego qui nous amène à faire ça. Euh, puis encore une fois, ça se peut que l'intention soit noble et on pense qu'on est une bonne personne. Puis l'autre partie de l'ego qui vient souvent jouer en arrière-scène, que j'observe beaucoup, c'est la culpabilité. Je me sens coupable de ne pas aller sauver l'autre. Je me sens coupable de ne pas la soulager des roches dans son pack-sac ou carrément de ne pas prendre son pack-sac. J'ai l'impression que c'est ça mon rôle, c'est ça mon obligation, c'est ça mon devoir et ma responsabilité, autant comme gestionnaire ou comme parent ou comme amoureux. Donc, euh, et ça ne rend pas service à personne d'être dans le rôle de sympathie parce qu'on perd les deux la perspective. Si on est les deux dans le trou, qui va savoir qu'on est là? Qui va pouvoir aller chercher de l'aide? Et je ne viens pas aider tant que ça la personne. Donc, c'est comme si je viens encore plus amplifier son propre sentiment d'être impuissant ou d'être démuni. C'est normal de vivre ces émotions-là comme humain, mais c'est important de vous rappeler dans le quotidien que on a chacun nos chemins de vie à vivre ici. On a tous choisi à certains niveaux de venir se développer, de venir apprendre. Et c'est à travers des situations X, Y, Z que l'on vient apprendre. Parfois, on vient apprendre plus dans la joie, plus dans le plaisir. C'est comme ça qu'on vient, ça vient résonner à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui nous fait du bien, ce qui nous remplit d'énergie, de créativité. Et en même temps, c'est aussi la vie de faire face à des défis, à des obstacles, parce que c'est ça qui nous fait croître, c'est ça qui nous fait nous mettre face à nos propres ressources intérieures. C'est comme ça qu'on développe de la résilience. C'est comme ça qu'on développe de la débrouillardise, de l'imagination, de la créativité. C'est comme ça qu'on sort de notre zone de confort. C'est comme ça qu'on évolue. Et sans s'en rendre compte, quand on est dans le rôle de la sympathie, on empêche cette évolution-là, on la freine, des fois à petit niveau, des fois à plus grande échelle, mais on va définitivement jouer dans les plates-bandes de l'autre en évitant que l'autre souffre ou bien en aplanissant, j'espère que c'est un mot, la courbe d'apprentissage, le chemin d'évolution de l'autre personne. Et l'image que j'amène
souvent parce que parfois ma clientèle va aussi me parler de ce qu'ils vivent dans leur vie personnelle, bien sûr. Et on le voit chez les parents, souvent d'aujourd'hui. L'image, c'est, peut-être que vous avez déjà entendu cette expression-là, je l'ai entendue il y a plusieurs années, puis ça m'est resté, d'être un parent ou un gestionnaire, curling. Vous savez, le curling, c'est le sport sur la glace où est-ce qu'on frotte avec un balai, on frotte énergétiquement sur la glace pour s'assurer qu'il n'y a aucun obstacle qui va faire glisser la pierre qu'on projette sur la glace pour aller la situer à certaines places sur la glace pour accumuler des points et enlever les pierres des autres, de l'équipe adverse, en fait, pour gagner la partie. Donc, quand on a tendance à enlever tous les obstacles dans la vie de quelqu'un, c'est vraiment de contribuer à ce que la personne reste démunie, amplifie son sentiment d'impuissance, amplifie le réflexe dans son propre ego de penser, de développer la croyance que je ne suis pas assez, il me manque des outils, je ne suis pas assez solide, je ne suis pas assez confiant, je ne suis pas assez débrouillard, je ne suis pas assez solide pour moi-même trouver mon chemin, pour moi-même trouver mes idées et pour venir me solidifier, puis d'accepter que la souffrance, que ce soit de 1 à 10, de 5 à 10 ou de 10 sur 10, ça fait partie de l'humain. Puis encore une fois, c'est ça nos déclencheurs bien souvent pour avancer davantage dans la vie. Donc, quand on débarque de l'empathie puis qu'on tombe dans la sympathie, c'est comme si on vient se mêler du chemin de vie de l'autre. Souvent, c'est pas de nos affaires, comment que la personne doit évoluer face à ces situations-là et c'est là que l'empathie est importante. Je peux écouter ce que l'autre vit. Je peux être, juste empathique à sa cause, de l'écouter avec accueil, non-jugement, partager, «Ouais, je comprends, je sens que c'est pas facile pour toi, tu sais, ça me fait de la peine de voir que tu vis ça, puis, sache que j'ai beaucoup de compassion pour toi». Puis c'est en étant là, puis de dire, tu sais, on sait pas toujours comment que ça va se terminer, d'avoir des belles phrases, tu sais, d'empathie puis de compassion, on sait pas toujours comment ça va se terminer. C'est important qu'à ce moment ici, tu considères puis que tu te rappelles que tu as tout à l'intérieur de toi. C'est pour passer à travers cette situation-là. Puis même si en ce moment, tu vois pas très clair, puis que la tempête fait plus rage, c'est important que tu continues à croire que les choses vont arriver pour que ça se passe bien pour toi, même si en ce moment tu ne le vois pas. C'est ça d'avoir de l'empathie, c'est ça être à l'extérieur de la patinoire pour ramener la personne à voir à l'intérieur d'elle ses ressources, ses talents, ses forces, ses capacités, ses habiletés, de lui rappeler que même si en ce moment elle ne voit pas clair, ça ne durera pas comme ça éternellement et de mettre par la suite son chapeau de coach sur, puis je reviendrai dans un autre épisode, peut-être vous parler davantage de c'est quoi exactement la posture de coach, mais de l'amener à dire, ben, ce serait quoi une première action que tu pourrais faire en ce moment? Ou de quoi tu as le plus besoin en ce moment, juste pour apaiser la tempête? De se mettre en mode, de poser une ou deux questions pour venir apaiser la personne, mais de la ramener dans son pouvoir. J'aime bien le mot empowerment en anglais, je trouve qu'il n'y a pas d'équivalent en français, de redonner comme le pouvoir personnel à la personne. Notre rôle empathique, c'est de rappeler ça à la personne, ce qui est déjà là, et de lui faire voir peut-être des angles morts qu'elle ne voit pas. Mais si je tombe dans la sympathie, puis «Oh mon Dieu, pauvre toi, puis comment ça se fait que ça t'arrive? Puis ça devrait pas t'arriver, puis c'est donc bien injuste». Puis là, on tombe dans le jugement, l'ego embarque, puis là vient, amplifier, dramatiser, des fois distorsionner la réalité. Puis tu sais comme ben, laisse-moi ça. Je vais m'en occuper, puis tu pas à t'en faire avec ça. Moi, je vais le prendre. On se rend pas service comme gestionnaire, comme parent, comme, ami, comme amoureux. On rend pas service à l'autre et on perpétue
de se mêler de ce qui n'est pas notre chemin de vie et on ne connaît pas le chemin de vie de l'autre au niveau de l'âme, au niveau de son parcours et on ne fait pas confiance que la personne va apprendre quelque chose de beau, de grand, de mieux et qu'il y a des raisons d'être pour qu'est-ce qui se passe en ce moment, même si on ne voit pas toujours une fin, des fois positive à ça. Donc, c'est important de, de rester dans son propre chemin de vie et d'honorer, de respecter le chemin de vie de l'autre et de revoir comment vous pouvez davantage contribuer à leur évolution, à leur progrès en restant dans votre rôle d'empathie. C'est vraiment une grande composante de l'intelligence émotionnelle. Dieu sait qu'on en a besoin, surtout si vous travaillez avec des humains, puis vous avez la responsabilité d'humain, plutôt que d'être dans la sympathie qu'on peut parfois percevoir un peu plus noble. Donc, j'arrive à mes petites questions de coaching que je veux retrouver ici, parce que je ne veux pas les oublier. Donc, première question. Quel chapeau portez-vous le plus souvent? Entre le chapeau de l'empathie et le chapeau de la sympathie, lequel avez-vous tendance à utiliser davantage et à quoi ça vous sert? Si vous tombez davantage à la sympathie, à quoi ça vous sert le plus? C'est quoi l'utilité? Qu'est-ce que vous gagnez, peut-être inconsciemment, à davantage embrasser la route de la sympathie plutôt que l'empathie? Regardez ce que ça nourrit à l'intérieur de vous, sans jugement. C'est important de faire le constat. Parce qu'habituellement, sans s'en rendre compte, pourquoi on est tant déclenché par la souffrance de l'autre, c'est que ça vient réanimer une propre souffrance que nous, on a. Pas besoin d'être bien grande. Peut-être que j'ai un petit trauma lié à ça, j'ai une situation dans le passé qui n'est pas tout à fait réglée ou pour laquelle j'ai encore de la colère ou de la frustration ou un sentiment d'injustice. Là, ça vient me déclencher. C'est pour ça que là, je vais me positionner inconsciemment ou consciemment dans le rôle de sauveur de l'autre, parce que dans le fond, je cherche à me sauver moi-même. Je cherche à guérir très inconsciemment une partie de moi qui ne l'a pas été. Et en tentant d'aller enlever de la souffrance chez l'autre, en même temps, je m'enlève une certaine souffrance. Ça ne paraît pas toujours, mais c'est ça des fois qui est comme la petite toune souterraine en dessous de notre intention, notre volonté d'aller enlever de la souffrance chez l'autre. Mais c'est important de la regarder pour comprendre que, ah, OK, c'est peut-être ça mon déclencheur. Puis de voir si j'ai de la difficulté à accepter la souffrance de l'autre. Qu'est-ce qui m'empêche d'être capable de reconnaître puis d'accepter justement que c'est OK de souffrir? Quels sont les cadeaux là-dedans? C'est quoi les invitations? Mais qu'est-ce qui m'empêche? C'est super important, surtout vous avez la responsabilité de d'autres humains. Deuxième question. Qu'est-ce qui vous permettrait de développer votre muscle d'empathie? Alors, pas de l'amener à l'extrême nécessairement, mais si je me rends compte que j'ai plus d'avantages à tomber dans la sympathie, qu'est-ce qui me permettrait d'être davantage dans l'empathie, qui m'amènera à rester confortable dans le rôle d'empathie versus tomber la sympathie? Donc, qu'est-ce que vous devez cesser de faire? À quoi vous devez dire non pour être davantage dans les souliers de l'empathique? Et qu'est-ce que vous devez commencer peut-être à faire, commencer à être pour être davantage dans un sentiment d'empathie? Et finalement, troisième question, que gagneriez-vous à être davantage dans l'empathie versus la sympathie? Alors, qu'est-ce que ça vous permettrait de ne plus porter les pack-sacs des autres, de ne plus aller chercher les roches dans les pack-sacs des autres? Qu'est-ce que ça changerait dans votre vie? Qu'est-ce que ça vous amènerait au quotidien? Il est super important de faire cet exercice-là parce que souvent, ça nous amène la clarté, le coup de pouce dont on a besoin. Puis surtout, c'est ce qui nous amène à changer notre posture intérieure de façon plus motivante ou mobilisatrice pour ce faire.
Alors, en souhaitant, encore une fois, que ce contenu est venu vous inspirer, je vous souhaite de, d'être davantage empathique que sympathique à vos propres causes et à celles des autres et d'observer qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines journées, les prochaines semaines en étant davantage dans l'empathie qu'à la sympathie. Vos commentaires sont toujours bienvenus. Je vous remercie de liker, comme on dit, de noter les commentaires si vous sentez que ce podcast a sa raison d'être et que ça permet aux gens de devenir à leur meilleur. Comme le logarithme de YouTube fait circuler davantage à travers les notifications, les abonnements, les commentaires, ben aujourd'hui, je voulais juste faire un petit rappel par rapport à ça. Mon but, c'est pas d'être liké à tout prix, là, je suis vraiment pas dans ça. C'est vraiment dans la contribution, dans cette intention-là. Donc, je voulais juste faire un petit rappel de ça parce que j'oublie toujours de le faire. Donc, ce serait bien apprécié pour le faire et de partager, bien sûr, dans vos réseaux si ça vous dit. Alors, au plaisir d'un prochain épisode.